Je m'appelle Eugénie Lépine-Blondeau. Je suis animatrice et chroniqueuse et je suis la fille de Marc Blondeau, atteint de la maladie de Parkinson. C'est drôle parce que ni lui ni moi on se souvient exactement de comment ça s'est passé, l'annonce de son diagnostic. C'était à quelque part en janvier 2019. Je pense qu'il me l'a appris au téléphone, mais on dirait que ça n'a pas de bon sens. Mais bon, si c'est pas à ce moment-là, j'ai quand même un souvenir précis de marcher le long du parc Laurier à Montréal par un début de soirée froide de janvier de la nouvelle année et de ressentir un immense choc. À partir de maintenant, plus rien serait pareil. C'est ce que je me suis dit. Mon papa, l'homme de ma vie, mon phare dans toutes les tempêtes, m'annonçait qu'il était éclaboussé par une vague, par un tsunami que personne n'a vu venir. Le phare était fissuré, mon monde basculé. Il avait eu son diagnostic en novembre, au même moment où il prenait sa retraite. La promesse de jours plus calmes et heureux s'assombrissait. Il avait attendu que le temps des fêtes passe et son deuxième rendez-vous avec le neurologue avant de me l'annoncer. « Dis-le pas à personne, s'il vous plaît. » C'est ce qu'il a demandé. Ma sœur n'était pas encore au courant. Mes parents avaient décidé de l'aménager un peu puisque c'était pas le meilleur moment pour elle. À ce moment-là, les fils se sont un peu touchés dans ma tête et dans mon cœur. Non seulement je recevais la nouvelle la plus bouleversante de ma vie, mais j'avais l'impression qu'on m'interdisait d'aller chercher le soutien que moi j'avais besoin et que mes parents eux-mêmes pouvaient pas m'offrir parce qu'ils devaient encore encaisser le choc du diagnostic et surtout parce qu'ils avaient décidé d'en apprendre le moins possible sur l'évolution de la maladie pour pas se faire peur. Aujourd'hui, je les comprends. Je comprends aussi que mon père a demandé ça parce qu'il avait peur du regard extérieur et parce qu'il avait inexplicablement honte de ce diagnostic. Un sentiment qui est beaucoup plus partagé qu'on pense par les patients et patientes atteints de Parkinson. Mais moi, j'avais 1 milliard de questions. À commencer par, c'est quoi exactement le Parkinson? Est-ce qu'il faut adapter la maison tout de suite pour ses besoins? Et ma mère, est-ce qu'elle va devenir proche aidante? Est-ce qu'il y a des subventions du gouvernement pour les aider? Est-ce que les tremblements, c'est dans tout le corps? Est-ce qu'il peut prendre des médicaments? Lesquels? On va-tu pouvoir voyager encore ensemble? On va le garder combien de temps avec nous? Bref, ma tête tournait vite et j'ai voulu être dans l'action rapidement. Mais mon père voulait que je respecte son rythme à lui. Honnêtement, vous dire à quel point ça m'a frustrée, ça, mais je l'ai fait. Jusqu'à ce que je trouve plus ça satisfaisant. J'avais besoin de comprendre, d'être dans l'action, de prévenir les coups dans la mesure du possible. J'ai appelé Parkinson Québec et ils ont répondu à toutes mes questions. C'était le début d'un bon lien avec eux. Depuis, je me suis beaucoup renseignée sur la maladie et surtout sur comment vivre avec elle. J'ai toujours pas la même posture que mes parents par rapport à ça, mais je suis contente des informations que j'ai et surtout, je me sens bien outillée si jamais eux ont des questions. Peut-être que si vous écoutez ceci, c'est que vous aussi vous en avez. Comme personne atteinte, comme proche, comme ami, comme membre de la famille. Peut-être que vous avez juste envie de vous renseigner et d'entendre d'autres modèles que Michael J. Fox, quoiqu'il est un excellent modèle de résilience. Mais peu importe la raison pour laquelle vous tendez l'oreille, d'abord, je vous remercie de le faire et puis je vous souhaite la bienvenue dans le balado Parkinson au-delà des tremblements. La maladie de Parkinson, c'est une maladie qui va affecter le cerveau. Donc, c'est une maladie qui est neurodégénérative puis qui affecte particulièrement les cellules du cerveau qui produisent la dopamine. Donc, la dopamine, c'est un transmetteur au niveau du cerveau qui aide à contrôler le mouvement. Donc, il va rendre le mouvement plus fluide, plus rapide. Puis, les gens qui sont atteints de maladie de Parkinson produisent moins de dopamine. Donc, ils vont avoir des symptômes moteurs. Le classique auquel on pense, c'est le tremblement. Mais ce qu'on voit surtout, c'est de la lenteur, de la raideur. Puis, éventuellement, il y a aussi d'autres symptômes qui vont apparaître en cours de maladie. N'importe quand, là, tu me dis demain matin que je peux changer de vie puis que je peux revenir dans ma vie d'avant, là, je vais retourner travailler 40 heures semaine puis je vais en faire de l'over gratuitement si tu veux. Là. Je ne connaissais pas cette maladie-là. Pour moi, juste le mot Parkinson me fait peur. Souvent, quand à part en auto, c'est là que j'ai le plus peur parce que je sais que ses réflexes sont moins présents. J'ai peur qu'il arrive de quoi sa route, puis un accident, ça peut vite arriver. Quand j'ai pris mes esprits, j'ai regardé le neurologue, puis j'ai dit, tu sais, il y a une partie de moi qui voulait pas entendre ces mots-là.
Puis il y a une autre partie de moi qui dit, je suis pas folle. On va commencer par la base. Je veux d'abord comprendre ce qui se passe dans le corps humain et dans le cerveau, physiquement et psychologiquement, quand le Parkinson s'invite chez quelqu'un. Pour ce faire, je rencontre Dr Isabelle Beaulieu-Boire, neurologue et spécialiste du trouble du mouvement au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Les symptômes vont vraiment varier beaucoup d'une personne à l'autre, mais ce que les gens vont souvent ressentir, c'est une raideur, une rigidité dans les mouvements. Donc, plus de difficultés à effectuer des gestes, surtout les mouvements rapides, répétitifs. Souvent, ça va être une atteinte qui va être asymétrique. Donc, il y a un côté qui va être plus affecté que l'autre. Puis, on peut voir chez la majorité des gens des tremblements qui vont survenir surtout au repos, donc quand le membre est supporté contre la gravité, mais qui ne seront pas tellement interférents dans l'action, qui vont être surtout présents là, quand le membre est allongé. Puis dans le cerveau? Au niveau du cerveau, c'est une perte de la production une perte de la cellule, des cellules qui produisent la dopamine, finalement. Donc, c'est la substance noire qu'on appelle, qui est la portion du cerveau qui produit la dopamine. Et cette portion-là du cerveau, c'est comme si elle vieillit plus rapidement. Donc, les cellules vont dégénérer. Puis, on va avoir moins de production de dopamine. Dr Isabelle Beaulieu-Boire, elle en a vu des patients atteints de ces maladies-là. Elle a vu autant de patients que de manifestations de la maladie, je pense. Les transformations peuvent être physiques, cognitives, motrices, au plan de la santé mentale. Bref, il n'y a pratiquement pas un cas pareil. Moi, je le vois comment mon père vit avec la maladie, mais il y a plein d'autres cas, comme Serge et Sandy. 2 personnes atteintes aux histoires complètement différentes, mais non moins touchantes. Des gens qui ont été extrêmement généreux dans nos discussions, notamment en m'expliquant concrètement ce qui se passe dans leur corps, dans leur tête, depuis que la maladie de Parkinson s'est infiltrée dans leur vie. Au début, je tremblais d'intérieur de ma jambe droite. Après ça, c'était visible à l'œil nu des autres personnes autour de moi. Étant donné que c'est le Parkinson atteint tout ce qui est musculaire, mon muscle de ma bouche, de ma gorge, faisait en sorte que j'avais de la misère à avaler la nourriture. Après ça a été question de semaines. C'était le bras. Là, des fois, je vais trembler du menton. Ma jambe gauche a commencé à trembler aussi. Les raideurs. Jusqu'au moment que là, ma famille me dit « Serge, tu trembles donc bien beaucoup. » Là, je dis « Non, j'ai toujours tremblé de cette façon-là. Ça a toujours été comme ça. » Quand est-ce que les gens viennent consulter? Quand il y a un tremblement, c'est souvent une des raisons de consultation. Donc, les gens qui viennent, qui ont un tremblement à la base, vont souvent aller consulter leur médecin. Des fois, au départ, c'est pas clair. Est-ce que c'est un tremblement essentiel ou un Parkinson? Donc, il peut y avoir un certain délai, mais je dirais que les gens qui tremblent vont consulter plus rapidement. Des fois, les gens vont consulter parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont plus malhabiles, ils se sentent plus lents. Mais des fois, ça va se présenter principalement par une douleur à l'épaule. Puis, ils ont comme de la misère, de la raideur. Ils vont voir un physio, ils vont voir un chiro. Puis, éventuellement, ils vont aller voir un spécialiste de la santé, soit un médecin de famille ou un neurologue éventuellement, parce qu'ils se rendent compte que la fluidité des mouvements est moins présente. J'avais été voir un ostéopathe, puis là, elle m'avait suivi, puis là, elle avait fait un examen physique, puis elle m'avait dit, écoute, tant aussi longtemps que tu n'auras pas consulté un médecin, je ne pourrais pas continuer à le suivre. Tu sais, vraiment, je remarque des choses anormales, puis je veux vraiment que tu ailles valider avec un spécialiste de la santé. Vous avez parlé des tests qu'on peut faire pour un diagnostic du Parkinson. Ça ressemble à quoi? Donc, au niveau de l'examen physique, on va faire un examen neurologique complet, mais on va porter attention spécifiquement aux mouvements. Donc, une des choses qu'on va vérifier, c'est les mouvements alternés rapides. Donc, on va faire, par exemple, taper rapidement le pouce et l'index. Okay, ensuite, ouvrir, fermer la main. Faire un mouvement de pronation, supination, donc comme tourner une poignée de porte. Okay. On va faire taper le pied. On va faire cogner le talon rapidement. Donc, puis on va comparer les deux côtés pour voir s'il y a une différence entre les deux. Et c'est en comparant les deux que vous allez peut-être voir qu'il y a justement un début de Parkinson? Bien, souvent, l'atteinte va être asymétrique, comme on disait. Donc, souvent, ça va être pire d'un côté. Puis, ce qu'on va voir, c'est que le mouvement va diminuer en amplitude puis en rythme. Donc, ça va devenir plus petit, plus lent. Donc, ça, c'est des indices qui peuvent nous aider. On va regarder aussi le tonus musculaire, donc en bougeant le poignet, le coude. On va regarder la présence de tremblements. On va évaluer la personne marcher aussi. Des fois, la personne rentre dans notre bureau puis déjà, on a presque posé le diagnostic, là. Puis, tout de suite, Parkinson.
Tout de suite après avoir fait les tests. Tout de suite. Puis la neurologue n'a pas été sans détour. Là. Elle m'a dit vraiment les vraies choses. Elle a dit, Monsieur Boily, vous avez le Parkinson. Comment tu réagis sur le coup? Je me mets à pleurer. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai regardé la neurologue, puis j'ai dit, tu sais, il y a une partie de moi qui voulait pas entendre ces mots-là. Puis il y a une autre partie de moi qui se dit, ben, je suis pas folle. Tu sais, j'ai des symptômes. Je me sens dans mon corps. Je sens qu'il y a des choses. Puis là, on a une réponse, tu sais. Qu'est-ce que vous connaissiez de la maladie à ce moment-là? Rien. Je ne connaissais pas cette maladie-là. Pour moi, juste le mot Parkinson m'a fait peur. Quand on annonce un diagnostic du Parkinson à un patient, est-ce qu'on explique déjà tout ça en détail de façon très scientifique ou il y a une chose en particulier qui est importante pour cette personne-là de savoir? C'est sûr que c'est un gros diagnostic à recevoir, là, un diagnostic de maladie de Parkinson. Donc, moi, souvent, je commence par leur demander s'ils connaissent la maladie, s'ils connaissent des gens, s'ils se sont déjà informés. En 2024, les gens vont sur Internet. Souvent, ils ont déjà entendu parler, ils ont une idée en tête. Moi, je pense que c'est important. Moi, je crois beaucoup à l'éducation des patients et des familles. Donc, moi, j'explique qu'est-ce que c'est la dopamine, qu'est-ce que ça a comme effet au niveau des symptômes. C'est quoi les symptômes principaux? Mais une des choses qui est importante à savoir, c'est qu'il n'y a pas une personne qui est pareille. Donc, moi, je trouve ça bien important de leur dire, écoutez, voici ce que c'est en général la maladie de Parkinson, mais on va voir avec le temps, ça va être quoi votre maladie de Parkinson, puis vous allez écrire votre propre histoire. On va voir comment ça va aller dans les prochains temps. Mais souvent, les gens ressortent en disant, OK, bien, au moins, là, j'ai un plan, je sais plus ce qui m'attend, puis ils sont capables de voir qu'il y a quelque chose qui s'en vient par la suite. Là, on est en mode solution. solution. Exact. Ouais. La plupart des gens, ils réagissent comment? Bien, ça dépend. C'est sûr que ce que je trouve toujours difficile, c'est quand la personne vient seule au rendez-vous, puis qu'on annonce ça, puis que la personne a à gérer ça toute seule, avec personne autour. Donc, est-ce que ça arrive plus souvent qu'on pense? Ça arrive à l'occasion. Fait que, tu sais, des fois, les gens, ils viennent consulter, puis ils savent pas là, qu'ils vont ressortir avec un diagnostic. Donc, ils sont bien, ils viennent par eux-mêmes, ils se disent, je dérangerai pas mon conjoint, ma conjointe, mon ami. Ça arrive. Puis c'est sûr que ça, c'est difficile. Souvent, quand ça arrive, je vais prévoir une rencontre rapidement avec le proche pour qu'on puisse discuter. Moi, j'ai la chance de travailler avec une infirmière clinicienne qui va souvent faire une rencontre post-diagnostic quelques semaines après. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Mais je pense que c'est super important parce que quand on dit le mot Parkinson, c'est comme s'il y a un bourdonnement après, puis tout ce que je dis, j'ai l'impression que ça passe pas beaucoup. Donc, ça vaut la peine de faire la rencontre en 2 temps, si on peut. Ils sortent donc de votre bureau. Vous les avez encouragés. Vous dites, au moins, on a trouvé le problème parce qu'il y en avait un. Il y a des solutions pour améliorer votre vie. Souvent, qu'est-ce qu'ils font, vos patients? Vos patients, quand ils sortent de votre bureau, ils se tournent vers quoi pour commencer cette nouvelle vie? Bien, la première question, c'est est-ce qu'on traite ou pas, là? Parce que, tu sais, le traitement, c'est pas un traitement qui est protecteur, c'est un traitement qui est symptomatique. Donc, la première discussion qu'on va avoir, une des premières discussions qu'on va avoir, c'est est-ce qu'on traite ou pas? Puis, si oui, avec quel type d'agent on va traiter? Ce qui va influencer le fait de traiter ou pas, c'est évidemment, l'impact fonctionnel. C'est sûr que les gens qui sont très atteints, qui ont beaucoup d'entraves dans leur quotidien, vont débuter de la médication dès le début. Il y a des gens chez qui les symptômes sont plus légers, puis qu'on va se permettre d'attendre puis de prendre un peu de temps pour voir comment ça évolue. Prenons l'exemple de Sandy Hamel que j'ai rencontrée, une jeune mère de famille de 41 ans qui a reçu son diagnostic à 38 ans. Elle a 5 enfants, dont sa fille Annabelle, 14 ans, qui était avec nous en studio et que vous entendrez plus tard. Elle m'a notamment expliqué concrètement ce qui se passe dans son corps, dans sa tête, depuis que la maladie de Parkinson s'est infiltrée dans sa vie. Le petit cliquetis que vous allez entendre, ce sont les bracelets de Sandy qui résonnent dans le micro à cause des tremblements. Tu vois tes capacités réduire avec le temps. On dirait que tu gardes ta tête. Mais tu vois ton corps, des fois, il opère plus nécessairement. Puis, tu sais, je veux dire, à 38, 40 ans, tu as des deuils à faire par rapport à ce qu'une autre personne de la même âge aurait à faire, tu sais. Ça fait chier. Mais, hein? Mais c'est ça. Est-ce que tu es constamment en train de te comparer, justement, à cause du jeune âge où tu as eu ton diagnostic? Tu regardes d'autres de 40 ans et tu dis... Moins présentement, là. Je te dirais que, tu sais, quand j'ai eu le diagnostic, on m'avait arrêté de travailler pendant 1 mois. Puis quand je pensais à mon retour au travail, parce que moi, j'espérais que ça, je me rattachais à ça. Puis je me disais, oh my God, ils vont juste comparer l'ancienne Sandy avec la nouvelle Sandy, tu sais. T'avais peur du regard extérieur. Oui, vraiment. Ouais.
Les gens pensent pas que tu peux être atteinte du Parkinson quand Non. on te voit, puis on voit que tu es jeune, puis qu'on voit les symptômes. Non. Considères-tu que tu as été victime parfois de préjugés, seulement d'idées reçues? Ouais. Comme Il y a quoi? une fois, mettons, on était à la pharmacie, puis j'essayais de sortir ma carte de guichet pour payer. Probablement, j'étais stressée. En tout cas, ma carte, elle ne voulait pas sortir. Puis il y a une femme derrière moi qui a dit à sa petite fille de 7-8 ans, « Regarde, si tu prends trop de drogue, c'est ça, tu vas ressembler plus tard. » Mais cette journée-là, j'étais pas en forme, puis j'avais pas nécessairement l'énergie pour me battre contre ça. T'sais. Puis il y a d'autres fois, je vais arriver au centre d'achat, puis j'aurais eu la même remarque, puis je me serais revirée de bord, puis j'aurais expliqué. Mais je pense que les préjugés viennent de l'ignorance. Quand on sait pas, des fois, le jugement est facile. En même temps, c'est ça. Si les gens savaient, ben, ce serait plus facile. Tu vois une personne âgée avec une canne qui va trembler, tu vas te dire tout de suite, ben, probablement qu'elle a le Parkinson, cette dame-là, ou ce monsieur-là. Là. Vous observez une patientèle qui est de plus en plus jeune. Bien, c'est une tendance qu'on semble observer effectivement. Puis, on a très peu de données épidémiologiques plus récentes. Là. Donc, les dernières statistiques semblent montrer qu'effectivement, ce qu'on considère comme le early onset Parkinson's, donc les gens qui sont diagnostiqués avant l'âge de 50 ans, semble augmenter. Mais il y a peu de chiffres pour soutenir ça. Mais c'est la tendance qu'on voit. Puis, en discutant avec des collègues aussi à travers le Canada, c'est un peu ce qu'on semble observer, mais sans avoir beaucoup de données pour le soutenir. À quel point plus jeune? Quand on considère le early onset, c'est en bas de 50 ans. Donc, l'âge moyen au diagnostic, dépendant des cohortes, est entre 60 et 65 ans, probablement plus autour de 65 au Canada. J'ai des patients dans la trentaine, la jeune trentaine, la quarantaine, tout ça. Donc, des gens qui sont sur le marché du travail, qui ont des familles, puis qui commencent à avoir des symptômes. Recevoir un diagnostic de Parkinson avant l'âge de 50 ans, c'est tout un choc. Hein? Dans la mentalité des gens, la maladie de Parkinson, c'est une maladie qui affecte les gens plus âgés. Ben oui. Mais non, ça peut affecter des gens dans la trentaine, dans la quarantaine. Les symptômes vont souvent être différents aussi. Donc, les gens qui sont affectés plus jeunes vont souvent avoir plus de ce qu'on appelle la dystonie. Donc, c'est des contractions musculaires, des postures anormales qui vont survenir soit au niveau d'une main, donc la main est plus crispée, le pied qui va tourner vers l'intérieur, les orteils fléchis. Donc, ça, on en voit plus chez les jeunes que chez les plus âgés. Puis, moins d'atteintes, on parlait tout à l'heure des atteintes cognitives, des problèmes d'équilibre, tout ça, ces choses-là vont moins survenir chez les plus jeunes. Donc, ça va être vraiment plus un tableau moteur, puis une évolution différente aussi avec la rémédication. Comment t'as réagi, Annabelle, quand ta mère vous l'a annoncé? J'ai eu peur parce que quand nous l'a annoncé, dans ma tête, une maladie, ça voulait dire que t'allais mourir. Puis je voulais pas perdre ma mère. Fait que j'ai pleuré. Puis là, elle a essayé de me rassurer. Je suis rendue un peu plus impatiente. J'ai hâte qu'il trouve de quoi pour qu'elle se sente mieux. Je vois aussi que plus que le temps y avance, plus qu'elle se dégrade. Fait que ça me fait peur encore plus. Je pensais pas que ça allait aller aussi vite. Mais Annabelle était prête à l'épiqueter sur le bord du chemin, à créer l'injustice, tu sais. Je sais qu'à la fin, on a réagi de 5 façons différentes, mais tu sais, ben, les plus vieux, il y a beaucoup de... Tu sais, ils m'avaient vu, là, ça faisait 1 an que ça traînait, là, que j'étais malade. Fait que je pense que c'était des réponses à leurs questions. C'était, enfin, on a une fin, on sait à quoi s'attendre. Il y a un plan de match qui va s'en venir, puis on va le faire en famille. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, ton chum et toi? 24 ans. 24 ans. Wow! Puis comment ça a affecté votre complicité ou votre vie de couple, la maladie? Quand c'est arrivé, dans le fond, que j'ai eu le diagnostic, j'avais dit, tu sais, je veux pas être un fardeau, je veux pas sentir la pitié, je veux pas sentir le dégoût dans tes yeux, je veux jamais sentir ça, j'aime mieux que tu partes avant, tu sais. Puis il m'avait dit, jamais, tu sais, on est une équipe, tu restes que t'es la femme de ma vie. Tu sais, quand on a donné le diagnostic, là, moi, je suis allée lire plein d'affaires, puis je voulais essayer de savoir, puis je voulais avoir un plan de match. Je pense que quand on sait qu'est-ce qui s'en vient, ou, tu sais, c'est pas juste nécessairement de l'appréhension, mais tu sais, on peut se mettre en action puis faire les choses pour que ça change, là. Quand
quand on reçoit un diagnostic de maladie de Parkinson, c'est, bon, oui, on a un nouveau diagnostic, on a une nouvelle réalité, mais la personne a encore du contrôle sur sa vie puis sur sa maladie. Puis la seule intervention qui a démontré qui ralentissait la progression de la maladie, c'est l'activité physique. Donc, moi, ce que je dis aux gens en ressortant d'ici, c'est retenez une chose, je veux que vous intégriez le mouvement dans votre quotidien. Donc, on veut qu'ils bougent de n'importe quelle façon. Ça peut être la marche, de la danse, de la boxe, de la natation, du ski, n'importe quoi qui les met en mouvement. Puis c'est vraiment important. Puis c'est des points qui vont gagner pour le présent, mais aussi pour le futur, parce que non seulement ça aide la condition globale, mais ça aide aussi à ralentir la dégénérescence au niveau du cerveau. Si tu ne bouges pas, que tu n'actives pas les neurones qui te restent, puis faire produire de la dopamine. La dopamine, je l'ai de façon artificielle, mais il faut faire de l'exercice physique. Puis c'est ça que je fais. Je fais de la boxe. Avec l'association Parkinson Mauricie Centre du Québec, dans le fond, dans mon coin, ils nous ont fait découvrir la boxe, le yoga adapté aussi. Puis Tu fais ça? Ouais. Puis je trippe, là, ça a devenu comme une passion. Puis il y a l'activité physique, mais il y a le réseau aussi qui va avec, là. C'est tous des gens qui ont le Parkinson. T'as pas d'affaire à essayer de te craquer le matin si ça va pas. Je veux dire, tu te présentes là, t'as beau être raide ou shaker de la patte ou quoi que ce soit, ça en découle des anecdotes. Puis, je veux dire, pauvre prof, parce qu'avec nous autres, on est une gang de jeunes, justement, qui ont le Parkinson. Puis, moi, je suis la reine de la gaffe, là. Fait que, c'est sûr qu'il arrive toujours une bad luck. Puis là, on se marie, puis on collé, puis capable de continuer. Puis là, focus, gang, focus. Mais en même temps, je veux dire, ça fait du bien, autant moral que physiquement. Puis c'est très bénéfique. Je m'en rends compte là, quand je fais du sport. Ça me vivifie, ça m'oxygène, ça fait du bien au mental aussi en même temps. Je rencontre d'autres gens. Puis le pickleball, je joue pas avec des personnes qui ont le Parkinson. Je veux dire, les gens, quand ils me voient, le voient pas. C'est pas écrit dans ma face que j'ai le Parkinson. On l'a vu beaucoup dans la pandémie, là. Le contact social est vraiment important. Puis on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui se sont beaucoup isolés. Puis c'est important de continuer à stimuler son cerveau. Donc d'apprendre des nouvelles choses, d'avoir des conversations, de lire, de voir des amis, de la famille. Oui. Puis ça doit pas être toujours évident parce que souvent, ce qu'on entend des patients, des nouveaux patients, patientes atteints du Parkinson, c'est que leur premier sentiment, c'est la honte. Oui. Alors, j'imagine qu'il faut aller au travers ça, passer au travers ça pour pouvoir continuer de vivre en société malgré les tremblements visibles par moment, malgré l'élocution qui peut être un petit peu affaissée par moment. Qu'est-ce que vous dites à vos patients qui se disent « j'ai pas tellement envie de voir des gens ». Oui. Bien, moi, je leur explique à quel point c'est important d'avoir un réseau de soutien parce que c'est un gros diagnostic à recevoir, mais ça a beaucoup d'impact sur d'autres aspects de leur vie aussi. Puis, c'est important d'avoir un bon réseau autour, puis d'avoir des gens avec qui ventiler aussi sur ces frustrations-là qu'ils peuvent vivre, puis sur les deuils des fois qu'ils doivent faire, ou juste le deuil d'avoir une santé parfaite, d'être obligé de prendre des médicaments, d'avoir à prendre soin de son alimentation, de son activité physique. C'est un gros changement, donc de s'entourer. Puis ça peut être avec leurs proches, avec leur famille, mais s'ils se sentent à l'aise, c'est sûr qu'il y a des groupes de soutien aussi qui sont là, puis il y a des groupes de gens qui ont la maladie, qui peuvent les soutenir dans ça. Par contre, c'est pas tout le monde qui est prêt à aller là dès le début. Il faut prendre son temps, s'adapter aussi, puis penser à ces objectifs-là qui peuvent être déployés en cours de route, finalement. Oui, effectivement. Et l'espérance de vie dans tout ça, parce qu'on meurt pas du Parkinson. Oui. On meurt de toutes sortes d'autres choses, si je me trompe pas, mais fait. pas du Parkinson. Donc, il faut apprendre à vivre avec la maladie. Oui. Ça ressemble à quoi l'espérance de vie pour un patient, une patiente? Bien, c'est très peu différent de quelqu'un d'autre de son âge. Donc, tu sais, quelqu'un qui va être diagnostiqué à l'âge de 70-75 ans, on dit qu'ils ont entre 12 à 15 ans d'espérance de vie, ce qui est à peu près une personne qui de 70-75 ans. Chez les jeunes diagnostiqués, on parle d'une espérance de vie de 40-45 ans. Donc, encore là, c'est l'espérance de vie à peu près d'une personne de leur âge. Il y a certaines études qui montrent qu'il y a peut-être un taux de mortalité un peu plus élevé que la majorité, mais en gros, il faut retenir que c'est pas une maladie mortelle, c'est une maladie chronique. C'est une maladie avec laquelle il faut apprendre à vivre. Puis, avec la médication, puis avec un bon suivi, mais on peut avoir une belle qualité de vie pendant des années. Puis, je pense que c'est ça la priorité, c'est de s'assurer que la qualité de vie demeure. Ce que je comprends, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui développent la maladie de Parkinson. Mais aussi, le nombre de patients est en croissance partout sur la planète. C'est l'un des troubles neurologiques à la croissance la plus rapide au monde.
En 2040, à l'échelle mondiale, il y aurait 17 millions de personnes vivant avec la maladie. Au Québec, le nombre de cas de Parkinson a augmenté d'environ 75 % entre 2004 et 2021. En sachant que c'est la deuxième maladie neurodégénérative après l'Alzheimer, on a de bonnes raisons de se demander pourquoi. Qu'est-ce qui cause la maladie de Parkinson?